vraiment pour répondre à vos questions et essayer de faire en sorte que le conflit soit bien compris. Les tenants, les aboutissants, l'attitude de la direction, le comportement des syndicats. C'est vraiment le moment de répondre à vos questions. Essayer d'expliquer pourquoi on en est arrivé là, pourquoi à Air France, de manière inédite, finalement, inédite depuis longtemps. Hein. Je crois que la dernière fois que c'est arrivé, une réunion intersyndicale qui débouche sur des mouvements de grève, c'était il y a plus de 20 ans, voire 25 ans. Pourquoi on en est arrivé là? Alors, je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède. Est-ce qu'on essaie de faire un rapide historique, une présentation? D'accord. On commence par le bout de la table. Grégoire Mercourt, président du syndicat des pilotes d'Air France. Sébastien Portal, secrétaire général du syndicat des navigants de Air France. Élie Bloch, vice-président du bureau SNPL. Philippe Evin, président du SNPL Air France. Jérôme Morin, bureau national sud-aérien. Laurent Legal, trésorier de la CFTC du groupe Air France. Sandrine Deschers, secrétaire de section du SNPNC Air France, syndicat d'hôtesse et steward. Christophe Malogy, secrétaire général du syndicat FO Air France Sol. Karine Monségu, co-secrétaire générale de la CGT Air France. Vincent Salle, l'autre co-secrétaire général de la CGT Air France. Bonjour, François Hamon, je suis le président du syndicat Alter pilote Air France. Donc, on vous a préparé une présentation parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de désinformation vis-à-vis de notre direction et que, en gros, on voulait faire la situation d'Air France. C'est quoi notre compagnie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle est devenue en 6-7 ans? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre compagnie et pourquoi les salariés ne sont pas contents? Alors, vous pouvez constater que Air France, c'est quoi? C'est déjà une baisse constante d'effectifs et vous voyez en gris, vous voyez ici là. En gris, vous avez le nombre de personnel au sol, en blanc, le nombre de PNT, et en rouge, le nombre de PNC. Donc, on est passé de à peu près 58 000 salariés en 2010 à 46 000 salariés en 2016, soit une perte d'à peu près 11 800 ETP au niveau de notre compagnie. C'est drastique, c'est une baisse de moins 20% de l'ensemble du personnel. Et dans le même temps, donc vous voyez que cette courbe d'effectifs, elle est vraiment descendante. Moins 20% en 6 ans. Et dans le même temps, on comptabilise, nous, notre activité qui est en siège kilomètres offerts, donc les SKO. Et vous voyez que de 2010 à 2017, il y a eu une forte progression en termes de SKO. Donc, vous voyez que par cet effet, on a une formidable augmentation de la productivité faite par chaque salarié d'Air France. De moins en moins de salariés, et de plus en plus de passagers et de plus en plus d'offres à effectuer. Évidemment, ça crée des tensions au niveau des effectifs, ça crée des tensions dans les équipes, au niveau de nos conditions de travail, au niveau des accidents de travail. Comprenez bien que cette surproductivité, elle a des effets qui sont très néfastes, tant en termes de notre activité, en termes de passagers aussi, on a des passagers qui sont de plus en plus mécontents, et aussi au niveau de notre rémunération. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gains de productivité qui sont effectués, et nos salaires ne suivent pas ces gains de productivité. Je vais compléter. Non, c'est bon. Alors, sur la slide suivante, et alors, ce qui est important, c'est que Air France reconnaît elle-même ce gain de productivité. On a eu notre résultat annuel donc, du groupe Air France. Ça a été présenté au niveau du CCE de février 2018. Et le gain de productivité en 2017, vous voyez en bas de la page, c'est plus 4,2%. Plus 4,2% de gain de productivité et on devrait se satisfaire d'une augmentation de même pas 1%. Donc ça explique aussi la raison de la colère de l'ensemble des salariés, c'est qu'on travaille de plus en plus et on est de moins en moins payés. Ce qu'on constate au niveau de l'offre, donc en SKO, on constate aussi en termes de passagers kilomètres transportés. Donc, vous voyez que de 2011 à 2017, on a un gain de plus 7,3% de passagers kilomètres transportés. On est passé de, en 2011, 135 millions à 144 millions. Et tout ça, je le rappelle, avec des effectifs qui sont en baisse.
C'est d'autant plus flagrant quand on voit un peu le poids de la masse salariale dans le chiffre d'affaires. Donc sur le tableau vert, vous voyez que le groupe Air France est passé d'un chiffre d'affaires en 2012 de 16 milliards 500 millions à 15 milliards 800 millions, soit une baisse à peu près de 4% de notre chiffre d'affaires. Pendant ce temps, la masse salariale, elle, a baissé de 11%. Donc on est passé de 5,2 milliards à 4,6 milliards. Il faut bien comprendre que ces gains de productivité ils sont aussi flagrants dans le chiffre de la masse salariale. De moins en moins de salariés, la masse salariale qui baisse de 11% et un chiffre d'affaires qui ne baisse que de 4%. Donc évidemment, la création de richesse, elle se fait aussi par ce biais. Et vous voyez que le poids de la masse salariale dans le chiffre d'affaires, qui représentait 32% en 2012, ne représente plus que 29,5% en 2017. Donc quand on a une direction qui nous dit que le poids de la masse salariale est insupportable, qui ne fait qu'augmenter, concrètement ce n'est pas vrai à Air France. À Air France, on a de moins en moins de salariés, on a de plus en plus de passagers. Pendant que nos salaires globaux baissaient de 11%, on s'est intéressé à la rémunération de nos dirigeants du COMEX. Eux, de 2012 à 2016, ils sont passés d'un total de rémunération de 5 900 000 euros à 6 600 000 euros. En 2012, il y avait 15 membres. En 2016, 13 membres. C'est-à-dire que quand on ramène ça à l'unité, en 2012, chaque membre du COMEX était payé environ 390 000 euros. Et aujourd'hui, en 2016, 507 000 euros. Donc pendant qu'ils nous demandaient de nous serrer la ceinture, avec un gel de salaire, eux se sont augmentés de 29%. C'est insupportable. Donc, tous les chiffres qu'on annonce sont issus des documents de référence, du rapport des CECAFI, des bilans annuels qu'on a au niveau du CCE. Donc, ils sont parfaitement vérifiables. Si vous voulez les documents originaux, on pourra vous les fournir, bien évidemment. Donc, c'est là aussi où grandit, où a germé la colère des salariés. C'est que pendant qu'on nous demandait à nous serrer la ceinture, nos dirigeants, eux, se sont largement augmentés et largement remplis les poches. Au niveau de l'inflation, si tu veux le faire, Yannick. Oui, au niveau de l'inflation, comme vous pouvez le voir, sur la période, avec une prévision pour 2018, parce qu'on n'est pas tout à fait, on ne connaît pas les chiffres, on arrivera aux alentours des 6%, et c'est ce qui explique notre revendication aujourd'hui de 6%. Il faut savoir que sur la période de 7 ans, ça fait 0,85% par an. Ce n'est pas une demande exorbitante, ça correspond à 0,85% par an. C'est juste un rattrapage. Il faut savoir que nos collègues de Lufthansa, par exemple, qui ont été bloqués 3 ans, 2013, 14, 15, quand ils ont signé un accord l'année dernière, ils ont obtenu en compensation de ce blocage, non seulement un rattrapage de grille, puisque sur la période, ils auront obtenu une hausse de leur grille de salaire de 9,4%, mais en plus, pour récupérer ce qu'ils ont perdu pendant la période de blocage, ils ont touché une prime exceptionnelle de 1,8 mois de salaire. Nous, on demande le rattrapage. On n'a pas encore demandé la prime. Donc on est très raisonnable. Okay. Donc, sur la slide suivante, on s'est intéressé aussi au niveau de l'intersyndical, parce que Air France et tous nos PDG qui se sont succédés ont tous dit qu'on était toujours au bord du gouffre, on allait tous crever, et qu'il fallait absolument se réformer, parce que sinon c'était la fin. Donc, on a cherché à savoir quelle était la création de richesse dans notre compagnie et ce qu'elle représentait. Depuis 2013, on a regardé. La création de richesse, c'est-à-dire l'EBITDA, n'a cessé de progresser. On passe au niveau de l'EBITDA de 1 milliard en 2013 à presque 1,7 milliard en 2017, soit plus de 70% d'augmentation. C'est-à-dire qu'en 5 ans, on a presque 6,5 milliards d'euros de richesse générée par les salariés. Ce sont eux, et c'est grâce à eux que la richesse a été créée. Et ce sont eux qui sont exclus de cette création de richesse. C'est à eux qu'on dit, bah écoutez, vous avez créé 6,6 milliards d'euros de richesse, et bien vous n'aurez rien du tout, ou presque rien.
vous n'aurez que 1%, 0,6 et 0,4. Donc c'est là où on dit que Air France n'est pas malade économiquement. Air France crée de la richesse. Et ce qu'attendent les salariés, c'est qu'ils reçoivent une partie de la richesse qu'ils ont créée. C'est tout à fait légitime et c'est tout à fait normal. Quelle que soit la catégorie, PNT, PNC, personnel au sol, on contribue tous à cette création de richesse. Donc il est normal que tout le monde prenne une part du gâteau. Et on ne demande pas une part énorme. Voilà. On demande par rapport à ces 6,6 milliards que 240 millions à peu près d'euros. Alors, sur l'impact des grèves, on a un discours de la direction qui dit que les grèves sont de moins en moins suivies, que ça a de moins en moins d'impact, sauf qu'il y a une grosse magouille par rapport à ces chiffres. Et je vais passer le micro au SNPL qui va vous expliquer un petit peu ce tableau. Et vous allez comprendre que la mobilisation et l'impact des grèves ne va pas en faiblissant. En fait, les chiffres qui sont annoncés par Air France, c'est l'intégralité des vols Air France, y compris ceux qui sont faits par exemple par HOP, qui n'est pas en grève, par Transavia, qui n'est pas en grève, et les affrètements. Il faut savoir qu'on affrète en ce moment des compagnies exotiques, comme une compagnie qui s'appelle Vamos, notamment sur long courrier, pour le plus grand désarroi de nos clients. Il faut savoir que la qualité de service est déplorable, mais ça permet d'afficher des bons chiffres pour dire que, pour minimiser l'impact de ce conflit. Au lieu de rechercher une solution et d'ouvrir des négociations, on affrète et on dépense de l'argent. Parce que tout ça, ça coûte très cher et en plus, ça détruit notre image. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a répertorié et on a fait le travail vol par vol sur chaque jour de grève. Donc, vous pouvez voir le nombre de vols qui étaient impactés chaque jour de grève. Donc, vous avez sur la colonne de gauche le nombre total de vols, le pourcentage de vols impactés. Donc, vous voyez que sur la première journée, effectivement, il y en avait un peu plus, 66. Ensuite 56, 54, 54 et c'est 59 le dernier chiffre est faux. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mobilisation est repartie le 7 avril et aujourd'hui c'est pareil, je peux vous annoncer que pour la journée d'hier, on était de nouveau aux environs de 59. L'impact important est lié au fait que toutes les catégories sont en grève. Et donc, c'est la somme du résultat de la grève des pilotes, des personnels sol et des hôtels. Vous avez ensuite la colonne différenciée impact de long courrier, moyen courrier. Vous voyez que la colonne du long courrier oscille aux environs de 50%. La colonne du moyen courrier, elle se situe plutôt entre 55 et 60. Il faut savoir qu'on n'est pas dupe, on pense que, comme un peu pour la SNCF, la première journée de grève Air France n'a pas du tout cherché, et surtout ils n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas entraînés, on peut dire maintenant qu'il y a un certain entraînement de la compagnie à rechercher des affrètements. Et donc ça a un double effet, c'est qu'en affichant d'entrée la première journée un taux important, ça permettait d'espérer pouvoir afficher un taux qui diminuait les journées suivantes. Sauf que l'effet il a fait flop, parce que derrière on se rend compte que ça se calme, voire ça remonte sur les dernières journées. Ce qu'on peut ajouter, c'est que dans les chiffres qui sont annoncés par Air France, 75% des vols assurés, vous avez compris qu'ils comptent tous les vols, donc y compris les vols qui sont des vols retour, alors que effectivement la loi empêche de faire grève sur les vols retour, on doit ramener l'avion à la base. Donc on a le droit de faire grève qu'au départ de la base. Donc, mécaniquement, finalement, il n'y a pratiquement que 50% des vols impactés. C'est ça qui explique la différence de chiffre entre ceux-là qui sont vraiment la réalité des vols qui pouvaient être impactés par la grève et ceux qui sont donnés par la compagnie dans les médias pour les passagers. Effectivement, il y avait 75% des vols maintenus, enfin peut-être, si on en croit leurs chiffres, mais ça ne rend pas compte vraiment de la mobilisation. D'ailleurs, la compagnie elle-même annonce aujourd'hui 30% de vols annulés alors qu'elle annonçait 25 hier. Donc on se rend bien compte que ça ne faiblit pas, même la compagnie le reconnaît. Et non seulement elle le reconnaît, mais quand elle annonce le pourcentage de pilotes grévistes, elle l'annonce avant chaque conflit et il est en hausse. D'accord ? Ça fait depuis 3 fois, il ne cesse de monter. Donc elle ne peut pas dire que ça diminue. Et je rajouterais donc en ce qui concerne les chiffres des grévistes, c'est pareil, hein, les pilotes grévistes, de la même manière que le décompte des vols est faussé par les vols retour, tous les vols qui sont partis d'une escale et qui ramènent les avions, les pilotes sont comptés non grévistes également, et les PNC également. Donc en ce qui nous concerne, les navigants, le chiffre des grévistes est très nettement diminué par ça.
Oui. Vous n'avez pas les mêmes chiffres de grévistes entre direction et syndicats? Tout simplement parce que si vous avez un équipage qui est, je ne sais pas, à Sao Paulo par exemple, la loi d'IAR impose de ramener l'avion jusqu'à la base. Donc si vous voulez, vous avez, si on est en grève aujourd'hui, je donne un exemple, si vous êtes en grève une journée, le vol qui part de la veille au soir est obligé de l'équipage est obligé de ramener l'avion à Paris, donc il va atterrir ce matin et va être compté non gréviste. De la même manière, le vol qui est à Sao Paulo aujourd'hui, qui atterrira demain matin, va décoller de Sao Paulo, parce qu'ils sont obligés de ramener l'avion et ils sont eux aussi comptés non grévistes. Donc avec ce chiffre, vous pouvez diviser par 3 quasiment non grévistes. Il n'y a que ceux au départ de Paris qui vont être comptés grévistes. Oui. C'est pour ça que c'était important aussi de vous apporter ces informations, parce que quand on ne connaît pas les spécificités du métier, on a tendance à être influencé par des mauvais chiffres. Pour revenir un petit peu sur la partie économique tout à l'heure, on a annoncé qu'on était aux environs de 29% du poids de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires. C'est un chiffre très voisin de celui de KLM. Nos amis de KLM font de bien meilleurs résultats qu'Air France. Et on a essayé de savoir pourquoi. On entend souvent dans les médias que c'est à cause des cotisations patronales et salariales, généralement, que nous avons un différentiel. C'est vrai qu'on a un différentiel. Et quand on regarde la masse salariale, on se rend compte que le poids de la masse salariale est quasiment identique. Ce qui veut dire, quand on fait un petit peu de calcul, que les salaires sont beaucoup plus élevés chez KLM, puisqu'ils ont beaucoup moins de cotisations et qu'ils ont un poids de masse salariale identique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mais comment se fait-il qu'on a autant d'écart de résultats? Eh bien, on a regardé et on est tombé sur un chiffre qui nous a vraiment surpris. Quand on regarde le poids des charges externes, donc quand on retire tout ce qui est masse salariale et carburant, on a enlevé le carburant parce que le poste carburant de l'autre côté, il n'y a pas de raison que ça interfère, on voulait regarder tout ce qui était charges externes. Quand on regarde le poids des charges externes, chez KLM, on est aux environs de 35%. Chez Air France, on est à un peu moins de 42, 41,4 pour être précis. Et donc, si on appliquait le même poids de charges externes à Air France, on récupérerait la différence, et la différence, c'est juste 1 milliard. Pour être précis, en 2017, si on fait les calculs, c'est 1,27 milliard d'euros. Et donc, si on rajoute ces 1,27 milliard d'euros, ben là, d'un seul coup, on a des résultats qui sont très proches, qui sont bien supérieurs à ceux de KLM, et qui sont voisins de ceux de nos collègues européens, à savoir Lufthansa et IAG. Donc, quand on reproche aux salariés la faiblesse des résultats d'Air France, c'est malhonnête. C'est vrai qu'on a des cotisations sociales plus élevées que dans tous les pays, mais le poids de la masse salariale est identique, donc c'est compensé par des salaires plus faibles, par exemple, que KLM. Et le problème est ailleurs, il est aussi au niveau des charges externes. Qu'est-ce que c'est que les charges externes? Eh bien, les charges externes, c'est une somme de tout un tas de choses, notamment les redevances aéronautiques, les taxes d'atterrissage. Vous savez, ADP, la société qui fait des résultats à hauteur de 30% de son chiffre d'affaires. C'est exceptionnel. Nous, on est à 3 et quelques. Eh bien, elle est utilisée pour pomper l'argent d'Air France. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. Et on trouve ça totalement scandaleux qu'une entreprise publique fasse des résultats aussi hallucinants et se permette d'augmenter ses tarifs pendant la période où nous étions bloqués, c'est-à-dire de 2011 à 2017, les tarifs d'ADP ont augmenté de 15%. Ça n'a pas posé le moindre problème à Air France, qui a payé 15% de plus pour ses taxes d'atterrissage, pour ses redevances, pour ses locaux, puisque vous savez qu'on paye pour nos locaux à ADP une location. Et donc je trouve ça scandaleux de laisser continuer et dériver ce système. Clairement, si Air France venait à fermer, c'est sûr que les passagers pourraient prendre d'autres compagnies, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le hub d'Air France est à Paris, et il n'y a que le hub d'Air France qui est à Paris. Et donc si Air France coule, tous les passagers en transit ne transiteront plus par Paris. Et donc ADP va avoir son chiffre d'affaires divisé par 2. Donc c'est totalement irréaliste. C'est dérivé à ce point. Excusez-moi, la masse salariale d'Air France, c'est 40 milliards, je crois. 4 Alors, je vais vous donner celle du groupe Air France. Le groupe Air France, c'est celle qui est publiée, c'est 4 milliards 665. La 4 milliards 6. Celle de KLM, c'est 3 milliards, 2,980. Voilà. Et vous ferez le ratio sur le chiffre d'affaires. Non, mais c'est le ratio par rapport au chiffre d'affaires, parce que c'est pas la même production. Et oui, KLM c'est beaucoup plus petit qu'Air France, donc c'est quand même logique qu'ils aient une masse salariale plus faible. Et en proportion, c'est totalement proportionnel, puisque le chiffre d'affaires du groupe Air France c'est 15 milliards 8, alors que le chiffre d'affaires de KLM c'est 10 360, si je me souviens bien.
pour 2017. Donc on se rend bien compte que la différence, elle vient de ces postes qu'il faudrait chercher à corriger pour qu'on puisse enfin se battre à armes égales avec nos collègues européens. Je ne parle pas des collègues du Moyen-Orient, parce que dans le Moyen-Orient, ils payent 0 en taxes, et le pétrole, vous faites un dessin, ils ne payent pas cher non plus. Donc évidemment, quand on doit se battre pour des compagnies comme ça, c'est assez compliqué. Et c'est encore plus compliqué quand ils touchent des aides de l'Union européenne ou des États-Unis pour acheter des avions. Là, on ne peut carrément plus rien faire. 42 milliards, les 3 compagnies du Golfe ont eu 42 milliards en 10 ans de subventions européennes. Donc nous tous. Voilà. Juste pour finir donc la présentation, vous voyez qu'il y a un faisceau d'éléments et d'arguments qu'on déploie pour dire que, déjà, la compagnie Air France est une belle compagnie, voilà, qui génère de la richesse, elle-même créée par des salariés qui sont de moins en moins, qui doivent traiter de plus en plus de passagers, qui a un gain de productivité qui est énorme, voilà, qui n'a jamais été redistribué en termes salarial. On a une hausse de l'inflation depuis 2012 qui n'a pas été non plus redistribuée vers tous les salariés d'Air France. On a une forte augmentation du nombre de passagers transportés depuis 2012. On a une augmentation de la productivité qui est reconnue et avouée par Air France. Qu'on est de moins en moins pour travailler, que ça crée des problèmes. On a subi des gels de salaire depuis des années, que les gens en ont marre. Voilà. Clairement, on veut récolter les fruits de notre travail. C'est pas grand-chose qu'on demande. On demande juste 6%, le rattrapage de l'inflation. Donc voilà un petit peu la communication qu'on voulait vous faire par rapport à la situation de l'entreprise. Ce n'est pas un animal mort, ce n'est pas un naufrage économique, c'est des personnes qui travaillent ensemble, qui ont un but commun, qui créent de la richesse, voilà, qui se lèvent tous les matins, qui ont envie que leur boîte continue de prospérer, mais qui espèrent aussi que leur boîte reconnaisse tous les efforts qu'ils font tous les jours. En horaire décalé. En horaire décalé. Voilà. Travail en hauteur, des produits dangereux, etc., etc. On a une multitude de métiers. Et tout le monde est nécessaire. Tous les métiers sont nécessaires à Air France. C'est pour ça qu'on estime que tout le monde doit avoir 6%. Je voudrais juste rajouter quelque chose qui est finalement peu traité dans les médias, mais qui est au jour le jour très grave et très impactant pour Air France, c'est la grève de nos mécaniciens avions qui dure depuis plus de 3 mois. Vous savez que ça fait... Jérôme est particulièrement bien placé pour en parler, mais j'en parle à dessein. Je voulais juste dire que tous les jours, nous les pilotes, mais aussi forcément tous ceux qui sont dans les avions et autour, on essaie de faire passer l'exploitation avec un état de la flotte qui est franchement dégradé par rapport à ce qu'il était d'habitude et par rapport à ce qu'il devrait être. Ça, c'est dû à l'attitude de la direction qui laisse pourrir un mouvement qui est pourtant là aussi légitime et fondamental, puisque les mécaniciens se retrouvent en sous-effectif, que l'embauche est compliquée et Air France est obligé de faire, je caricature, mais des ponts d'or pour essayer de trouver des mécaniciens et finalement organise une distorsion des salaires au sein de l'entreprise. Ça n'est plus acceptable. Là encore, on souhaite que la direction d'Air France réagisse, organise des négociations, trouve une solution pour faire cesser ce conflit avec les mécaniciens. C'est d'autant plus important que la population mécanicien avion est garante de la sécurité des vols. Voilà, donc c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Voilà. Évidemment, un conflit mécanicien a une incidence sur la sécurité des vols. On a prévenu la direction, alors on a essayé de négocier avec eux. Pour l'instant, on est à 3-4 mois de conflit. Ils ne veulent toujours pas négocier, ils ne veulent toujours pas nous recevoir. Avec des dégradations au niveau de l'exploitation, des vols sous-traités, comme on a dit. On a eu le retour des passagers de la compagnie Vamos, par exemple, qui était insupportable pour eux. On a des sociétés sous-traitantes qui essaient de nous remplacer. Voilà. Ça ne se passe pas très bien. Nous, on tient le choc. Nos revendications contre l'intersyndicale sont légitimes. Voilà. On demande des revalorisations salariales parce qu'on est en dessous du marché. Voilà.
Donc le combat continue. Et sachez qu'on est très inquiets, nous, très inquiets aussi de l'état de la flotte, parce qu'on a constaté qu'elle s'est dégradée. Et donc on espère que la direction va bientôt engager des négociations pour arriver à une situation beaucoup plus apaisée, et qu'on puisse arriver à un niveau de sécurité des vols qui est vraiment optimal. Voilà. Si vous avez des questions. Oui. Vous mettez en avant le poids des charges externes, il y a 1 milliard de différence, ça veut dire que vous interpellez l'État qu'il fasse un effort pour qu'il fasse baisser ses charges, parce que ce n'est pas la responsabilité d'Air France. Alors, est-ce qu'on interpelle l'État concernant les charges externes? Ben oui, bien entendu, puisque nous, on n'a aucun pouvoir sur ces charges externes, et c'est vrai que ça fait un peu mal au ventre de voir que ce soit les compagnies du Golfe, que ce soit nos collègues de KLM, il faut savoir que l'aéroport d'Amsterdam, il est public à 92%, d'accord? Il est détenu par l'État à hauteur de 70%, et les 20% restants, c'est les villes d'Amsterdam et de Rotterdam. Et donc lui, pendant que nous, on subissait une hausse de 15% des taxes d'aéroport de Paris, il a vu ces taxes baisser, et donc ça a aidé très clairement nos amis de KLM, et on aimerait bien avoir le même traitement de par l'État français et la France. Le seul problème, c'est que nous, évidemment, on est des actionnaires privés à l'intérieur d'ADP, notamment Vinci, notamment le Crédit Agricole et via sa filiale Predica. Et puis il y a une petite partie qui est détenue aussi par l'aéroport d'Amsterdam, parce qu'on a des participations croisées. Et eux, forcément, ne voient pas forcément du même œil la diminution de leur coût, de leurs résultats. La poule d'or, quand on est à 30% de Rex, c'est sûr qu'on n'a pas trop envie de laisser faire. Pour info, Air France, c'est 3%. On se rend compte qu'il y a quand même un déséquilibre qui est... Je voulais apporter une précision aussi par rapport à la présentation, juste pour, si je peux me permettre. Je voudrais contextualiser un peu la situation parce que depuis ce qu'ils ont appelé la crise de 2008, les salariés, toutes catégories professionnelles confondues, subissent donc depuis maintenant 10 ans une stratégie managériale qui vise sans cesse à faire des réorganisations, des nouveaux plans. Il y a la destruction des métiers. On voudrait aussi vous dire que l'augmentation de la productivité dans le cadre des plans qui ont été imposés par la direction a été pour les personnels au sol équivalente à 23,7%. Pour les personnels navigants commerciaux, elle a été de 17,4%. Et pour les camarades pilotes, elle a été de 7,4%. Et ce que l'on observe à longueur d'année, c'est que les patrons changent, mais ce sont toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'ils changent de tête, mais ils ont toujours le même discours. Et alors, on nous raconte toujours qu'il faut se maintenir dans des efforts qui n'en finissent jamais. Et dès que les résultats sont là, eh bien on nous dit, on redoute un retour de conjoncture. Bon voilà, il y a toujours des arguments et des arguties dans leur bouche pour nous expliquer que nous coûtons trop cher et qu'il faut faire des efforts. Et ce que les salariés d'Air France aujourd'hui demandent, vraiment, c'est qu'on leur foute la paix. Les salariés d'Air France ont besoin, comme tous les salariés de toutes les entreprises, de bien pouvoir faire leur travail. Il est extrêmement important, surtout dans des métiers qui touchent à des enjeux de sécurité aussi importants que dans le transport aérien, il est extrêmement important que les salariés puissent bien faire leur travail. Et les conditions qui sont imposées par les différentes directions depuis ces dernières années font que les salariés peuvent de moins en moins bien faire leur travail parce qu'ils n'ont pas les outils ni les moyens nécessaires pour y parvenir. Ce qui fabrique aussi, il ne faut pas l'oublier, ça fabrique aussi une forme de souffrance au travail et de mal-être au travail qui est défavorable à la qualité de service que nous pouvons rendre à nos passagers. On n'est pas sur un mouvement là qui est né il y a 2 mois d'un ras-le-bol qui est né il y a 2 mois. C'est vraiment une accumulation qui fait qu'aujourd'hui on est dans une situation de blocage, on est dans une situation de solidarité et d'union
entre les catégories et on est sur une posture dont on ne changera pas, qui est de dire, nous, le préalable à toute discussion, c'est 6% d'augmentation de salaire. À partir du moment où vous allez nous dire, on vous donne 6%, après on va commencer à parler sur la suite. Mais tout ce qui fera que notre revendication ne sera pas satisfaite maintiendra le conflit en l'état. On va prendre des questions. Est-ce que vous avez des questions? La direction vous a invité à la table des négociations demain. D'abord, est-ce que vous y serez? Elle vous demande en contrepartie de lever les piquets de grève. Est-ce que vous allez le faire? Alors, une question pour savoir si on va lever le piquet de grève demain. Est-ce que vous serez à la table des négociations? Est-ce qu'on sera à la table des négociations? On ne sait pas, on se passe cet après-midi. On va se réunir cet après-midi au niveau de l'intersyndicale et puis on décidera un petit peu de la réaction face à la proposition de Franck Terner. Est-ce qu'il y a une autre question? Sur la levée des piquets de grève. Lever les piquets de grève? Lever la grève. Il n'y a pas de piquet de grève depuis bien longtemps. Non, il n'y a pas de piquet de grève. En revanche, bien sûr que les syndicalistes en grève répondent aux invitations à une négociation. C'est juste une évidence. Vous venez à la table sans lever les taxes. Mais bien entendu, il faut arriver à comprendre comment ça s'est passé. On n'est pas, ce mouvement, il n'est pas né hier. On a d'abord fait tout le travail syndical qu'on fait habituellement lorsque une revendication est légitime. On a écrit, on a téléphoné, on a fait jouer nos réseaux pour essayer d'ouvrir ces négociations. On nous a fait patienter pendant des mois, et puis après on nous a dit, attention, il va y avoir des NAO là, dans quelques semaines, attendez les NAO, vous verrez, vous aurez les augmentations que vous recherchez. Les NAO sont arrivés et vous savez sur quoi ça a débouché. Donc si on en est arrivé au conflit, c'est bien parce que le dialogue social est totalement grippé, en fait. Et donc ce que nous propose Franck Terner aujourd'hui, c'est finalement d'oublier, de faire comme s'il n'y avait pas la grève et de revenir en arrière. Mais non, on ne peut pas revenir en arrière. C'est pas possible. Bien sûr qu'il est toujours préférable de négocier sans pression, calmement, effectivement pas sous le feu des médias, c'est préférable. Mais quand c'est pas possible, on fait autrement. En revanche, on ne reviendra pas en arrière. Donc maintenant, il faut qu'on trouve un accord. Tout à l'heure, vous parliez du recours d'Air France à d'autres compagnies avec des conditions de vol, notamment pour les passagers dégradés. Pardonnez-moi cette question qui peut être totalement naïve, mais en dehors de la qualité du plateau repas ou du professionnalisme des PNC à bord, est-ce que la sécurité des passagers peut être mise en cause sur ces avions? Alors, sur la sécurité des vols sur les compagnies affrétées, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas de vision. En termes de maintenance, je ne voulais pas savoir comment on va être réparé un avion de Vamos. Donc la maintenance n'est pas faite aux normes Air France. Alors, ce qu'on constate par contre, quand les passagers prennent des photos et qu'il y a des sièges qui sont défoncés, quand il y a des voltarons qui sont des volets à couloir en plastique, qui sont fendus avec des arêtes pointues où les passagers risquent de se blesser, voilà. Quand on voit qu'il y a de l'eau qui tombe des plafonds. Voilà. Non, mais regardez un peu sur les réseaux sociaux, c'est hallucinant quand on voit l'état de l'épaisseur de la poussière qu'il y a aussi sur les sièges. Évidemment que si la cabine n'est pas bien entretenue, au niveau de la mécanique, on se pose des questions qui peuvent être légitimes. Ce qu'on constate nous, c'est que notre direction préfère faire voyager des passagers à France dans des conditions déplorables, plutôt que de venir à une table de négociation et négocier. Voilà. Ce qu'on peut ajouter sur le niveau de sécurité, qui effectivement intéresse tout le monde, ces compagnies sont souvent des compagnies fragiles économiquement et qui sont au coût les plus réduits pour se maintenir à flot. Et donc elles sont généralement réglementaires. Elles appliquent la réglementation, sinon elles ne seraient pas sur une liste qui est normalement visée par la DGAC, donc on ne peut pas affréter n'importe qui. Mais en revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles ne sont pas au niveau, au standard Air France. C'est aussi simple que ça. On ambitionne, c'est toujours, comment dire, avec beaucoup d'humilité qu'on parle des questions de sécurité parce que c'est vraiment quelque chose de très complexe, mais on ambitionne d'être au-delà du minimum réglementaire. Ça, c'est sûr. Question ?
vraiment vos questions, ça peut être tout azimut. Ouais. On est là. Au-delà des 6%, tout de suite, là évidemment, ça serait directement la grève. À quelle marge de négociation vous êtes Vous êtes en ligne avec M. Terner 19 même. Non, il n'y a pas. On ne serait pas là. C'est pas comme ça. Ça ne peut pas marcher quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne, évidemment. La question qui se pose, c'est que principalement, on a commencé à alerter la direction en ce qui nous concerne. On peut dire même dès le mois de septembre l'année dernière, ou décembre en tout cas, on a commencé par faire une journée de grève en février pour dire à la direction que maintenant ça n'allait pas être possible. On lui a laissé un mois entre les 2 premières journées de grève, on n'a jamais été reçu. Si vous voulez, aujourd'hui, savoir si on va lever les piquets de grève, si on va lever la grève, ou si on va accepter de négocier à moitié prix, je crois qu'elle aurait dû se poser la question bien plus tôt. Oui, mais maintenant. On verra ce qu'elle nous propose demain. Pour l'instant, elle ne nous propose pas grand-chose. Elle nous propose d'augmenter légèrement les 0,56% qu'elle nous a royalement accordé cette année. Donc, pour l'instant, on en est là. Donc c'est sûr que ça ne sera pas 0,56 plus 1%. Non, alors, la moitié au mois d'avril, une partie au mois d'octobre, ça fait 0,56% sur l'année. 1%, ça fait 0,56. Et hier, ils vous ont dit un de plus. Ça fait 0,6 et 0,4. 0,6 au mois d'avril, 0,4 au mois d'octobre. Donc le prorata sur l'année, ça fait une augmentation de 0,56%, alors que l'inflation est à 1,2 cette année. Et le 1 en plus, ça fait... Ça on ne sait pas encore. Alors justement, parce que... Une avance sur l'année. Oui, elle l'a dit, la direction, effectivement, elle a tendance à le dire à tous les salariés par mail avant de le dire au syndicat. Donc on n'est pas encore au courant. Mais ça fait 1,56, ça fait pas On vous répondra dès qu'elle l'aura dit. Et au-delà de ça, dès qu'elle l'aura dit, on voudra savoir. Ça serait pour l'instant présenté comme une avance sur les augmentations à venir pour 2019-2021. Donc c'est comme ça que c'est présenté à tous les salariés. On va négocier une revalorisation salariale. Moi, je vous montrerai, c'est un plan pluriannuel. Je vous montrerai le mail qu'on a reçu. Avec une avance. Aujourd'hui, on a reçu un mail, et c'est la seule chose qui fait foi. Et dans ce mail, il est dit qu'à titre exceptionnel, il serait prêt à nous accorder 1% des augmentations à venir 2019-2021 dès maintenant. Donc c'est-à-dire qu'en fait, nous on demande un rattrapage et on nous propose une avance. Ça n'a rien à voir. Donc Ah bah oui, bien sûr. Oh, je crois qu'il a circulé dans la presse. Sinon, on voit dans la communication depuis plusieurs semaines que la grève a démarré de la direction qu'elle essaie de viser l'intersyndicale en mettant d'un côté les SFPNC, les personnels au sol, de l'autre côté les pilotes. Encore dans le même hier. Est-ce à dire que si jamais ils accordaient aux pilotes quasiment l'augmentation que vous souhaitiez, vous pourriez quitter l'intersyndicale à ce moment-là? Écoutez, c'est peut-être ce que la direction espère. Ce qu'on a dit nous, c'est que si on est réunis ensemble aujourd'hui, c'est parce que la revendication, elle est partagée par tout le monde. Ce blocage, tout le monde l'a subi. Exactement de la même manière. Si je peux dire, vu de l'extérieur, peut-être, vu de l'extérieur, la direction ne cherche pas à s'adresser aux syndicats de pilotes, mais bien à la population pilote. Donc l'intersyndicale, elle ne bouge pas. C'est-à-dire que, en fait, la tentative, elle est de s'adresser directement aux salariés pilotes pour essayer de court-circuiter et d'infléchir la position des syndicats de pilotes. Moi, c'est comme ça que je le vois de l'extérieur. Après, il n'y a pas que les pilotes qui sont concernés par les courriers qui nous sont adressés. Tous les salariés, la direction s'adresse directement aux salariés sans même passer par les organisations syndicales. On apprend au même titre que les salariés ce que vous venez de nous dire là, ce qu'envisage la boîte. À aucun moment, la direction nous a fait aucune proposition avant d'envoyer le courrier que M. Terner a adressé hier à l'ensemble des salariés. Et proposer 6% à une catégorie de personnel, style les pilotes, c'est totalement irresponsable. Ça doit vous tirer qu'à une chose, c'est mettre le feu dans l'entreprise et c'est l'intérêt de personne de mettre le feu dans l'entreprise. Bravo, bravo, bravo. D'autres questions? Oui, j'ai une question, ouais. J'aurais aimé savoir quel est le coût des non-conformités opérationnelles, parce qu'on parle effectivement de la dégradation de la qualité de service, mais quel est le coût aujourd'hui des non-conformités opérationnelles? Alors, ouais, le coût, il était donné au CCE, donc... Ouais, merci.
sais pas si on m'entend bien, Vincent Salle pour la Société Air France, en général. Donc, sur la question des non-conformités, effectivement, ça fait partie des problématiques, puisque par rapport à notre revendication de situation d'organisation générale, nous, on a dit que ça coûterait 240 millions d'euros. Et quand on met en parallèle la question des non-conformités qui sont dues aux multiples suppressions d'emplois qui sont faites depuis 2012, avec les plans d'austérité, les plans de restructuration, les PDV, on a supprimé plus de 10 000 emplois qui ont complètement désorganisé la compagnie. Là, on est sur un coût de conformité présenté à 300 millions d'euros. 300 millions d'euros de non-conformité, c'est-à-dire des avions qui ont été annulés, retardés, etc., où on a été obligé de faire les affrètements, de reloger les passagers, de les dédommager. Il y a la question de l'état des machines, qui est aussi en lien avec le conflit qu'il y a à l'industriel, un conflit qui n'a que trop duré par l'irresponsabilité de la direction, qui ne veut pas, et qui fait la sourde oreille, qui ne veut pas accéder aux revendications légitimes des camarades de la DGI. Ensuite, sur la façon dont traite la direction ce conflit, et notamment les propos de M. Turner dans son dernier courrier, où il fait état d'une faible mobilisation, ce qui est quand même paradoxal, avec le fait dans le même courrier de dire la mobilisation est faible, mais on vous propose d'ouvrir des négociations, voilà, et d'augmenter d'1% ce qu'on vous a déjà proposé. Donc vous voyez, il y a quand même des contradictions, la mobilisation elle est forte, elle pèse, et l'attitude de la direction à l'heure actuelle avec ce courrier, ça prouve bien qu'ils ont déjà un genou à terre, et nous on compte bien finir le travail pour aboutir aux 6% d'augmentation générale. Et un dernier mot, la question des assises transport aérien qui vient de s'ouvrir, malheureusement c'est quelque chose qu'on a porté depuis 2012 et qui arrive certainement un peu trop tard. Une autre question? Je suis étonné de ne pas avoir de questions sur les salaires des pilotes. D'habitude, les journalistes n'hésitent pas. C'est passé hier dans la presse. C'est déjà sorti. C'est bon? Bon, bah écoutez, on vous remercie. Merci à vous tous.